Bonjour les amis, vous êtes de retour avec les Gilets jaunes constituant 59-62. Donc comme prévu, ce matin on a fait un petit live et là pour préciser justement la petite surprise donc sur le franc CFA éco-euro égale esclavage. Donc nous avons un militant avec nous qui était en Mali il y a 15 jours. Donc je vais vous laisser se présenter notre camarade et il va nous expliquer un peu le pourquoi du comment, qui a été là-bas et... Voilà, donc je te laisse te présenter, Ouais, camarade. bonjour à tous les gilets jaunes constituant 59-62 donc, qui nous suivent. Donc je suis Sébastien Périmoni, pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc j'ai été gilet jaune, enfin je suis engagé politique depuis très longtemps dans un parti politique français qui est celui de Jacques Cheminade. Et j'ai été gilet jaune depuis le début. Dès les premières manifestations, on a soutenu enfin non seulement on a soutenu, on a participé aux manifestations, à la révolte même on peut dire. Et donc je travaille aussi avec un institut international, donc c'est pour ça que j'ai été au Mali avec Yannick Karoff. Avec Yannick, notre Voilà. Camarade gilet jaune constituant du 93. Voilà. Et donc moi je travaille avec l'institut Schiller, qui est un institut justement qui se bat depuis les années 80, donc justement au moment où il y a une rupture dans le monde, où tout ce qu'on appelait les pays non alignés, c'est-à-dire les pays du Sud qui se battaient pour se développer, pour bâtir leur économie, pour se libérer de l'esclavage, du colonialisme, du néocolonialisme, se sont tous fait assassiner. On connaît bien sûr Sankara pour l'Afrique, C'est ça. Indira Gandhi en Inde, les coups d'État en Amérique latine, on connaît tout ça. Et donc il y a eu une bataille qui était un petit peu perdue à l'époque. Et notre institut a décidé de continuer à mobiliser sur cet esprit-là du développement économique, etc. Donc je travaille avec eux à l'international, ce qui m'amène à aller souvent en Afrique, parce que là-bas il y a beaucoup de gens qui se battent. Et donc voilà, pour me présenter vite fait. Donc la première question, pourquoi et dans quel but as-tu été au Mali avec notre ami Yannick et quels sont les liens entre la France et le Mali? Alors, on y allait, c'est une belle histoire, parce que en fait, ce qui se passe, c'est que dès 2018-2019, au Mali, donc il commence à y avoir une révolte populaire. Donc les gens se mobilisent dans la rue pour faire tomber le gouvernement. Et donc à ce moment-là, j'ai une amie qui est dans la diaspora ici et qui nous appelle, elle dit voilà, nous on veut s'inspirer des gilets jaunes. Voilà, vous avez réussi à faire peur à Macron, vous l'avez pas encore fait tomber, mais vous êtes dans la bonne dynamique. C'est ce qu'on a entendu. Voilà. Et donc on va organiser une manif en soutien au peuple malien qui souffre de la politique française en Afrique, on va y revenir. Et donc on veut que vous soyez à notre manifestation. Donc à ce moment-là, moi j'ai appelé Yannick, on a participé en 2019 donc à leur première manifestation. Et il faut savoir que ces manifestations ont pris de plus en plus d'ampleur là-bas et ont amené en effet à la chute du président dictateur. Président dictateur, ouais, c'est ce que j'allais président dire. démocratiquement élu selon les normes actuelles. Voilà. Et donc le 20 août 2020. C'est-à-dire que nous, avec les Gilets jaunes, on a commencé à les soutenir dès 2019. Et en août 2020, donc, ils ont réussi à faire tomber leur dictateur et ont mis en place ce qu'ils appellent un Conseil national de transition. De transition, ouais, CNT. Voilà, avec 110 personnes de la société civile, un peu différentes personnes, mais il y a des oppositions encore, en fait. Et donc, quand ils ont décidé de relancer l'offensive, parce que le nouveau gouvernement ne fait pas exactement ce qu'il a promis, commence à faire des compromis avec la France. C'est ce qu'on a entendu. Voilà, le président du CNT est venu voir Macron il n'y a pas longtemps à l'Élysée, donc tout ça est un petit peu en train de se compliquer. Donc ils ont dit on va continuer à mettre la pression et on va organiser une grande manifestation. Donc le 20 janvier donc de cette année. Donc c'est pour ça qu'on était là la semaine du 20 janvier. Et il n'y avait pas que nous, il y avait moi, il y avait Yannick Karoff des Gilets jaunes constituants qui représentait un peu les Gilets jaunes constituants de Notre ami, c'est ça. Et il y avait Kémy Séba, donc d'Urgence panafricaniste, qui est quand même assez connu. Qui est connu, qui est très connu. Très connu partout, qui s'est fait virer du Sénégal, de Côte d'Ivoire, qui a fait de la prison, qui continue ce combat. Et donc l'idée, c'était de dire, voilà, le peuple a fait une révolution, on va pas se laisser la voler cette fois. Donc on va se mobiliser pour continuer la bataille, mais surtout on va l'internationaliser. Et c'est ça qui était très bien dans leur idée, c'est à dire on va faire venir des gilets jaunes, on va faire venir des résistants panafricains, on va faire venir le peuple, et on va... Le but de s'unir, de toute façon. Le but de montrer que c'est un combat des peuples contre une oligarchie, et pas un combat du Nord contre le Sud ou des Blancs contre les Noirs, ce qu'on essaie souvent de nous mettre dans la tête en fait. Et cette idée, elle est nouvelle en fait, parce que jusqu'à présent, je pense que la plupart des Africains, enfin, ils ont beaucoup de ressentiment vis-à-vis de la France, ça c'est clair, parce qu'on pille leur pays. On pille leur pays, c'est ça. Mais ce qui a changé, c'est quand ils ont vu les Gilets jaunes se lever et ils ont vu qu'ils avaient les mêmes revendications que nous. Que nous, ouais, par quasiment rapport... à peu de choses près, on va dire. Et donc ils ont compris que c'était pas juste le problème des Français ou de la France contre l'Afrique,
c'est aussi le problème de tous les peuples. De tous les peuples, voilà. exactement, de tous les cette peuples. oligarchie. Bien C'est sûr. ça que cette idée d'inviter les gilets jaunes au Mali, c'était révolutionnaire d'une certaine manière. Donc voilà. Donc c'est comme ça qu'on s'est retrouvé là-bas, parce que là-bas, les peuples ont pris conscience qu'en fait, on mène le même combat quelque part, et voulaient envoyer On un a le même message ennemi, très, hein, très ça fort c'est à la clair qu'on a France. le même ennemi. Hein, faut... Parce qu'en fait, ils ont même, à la fin, ils ont même interdit la manifestation tellement ce qu'on avait fait sur place était en train de faire un buzz pas possible. On a fait une conférence de presse avec Yannick en arrivant. Il y a eu mais quasiment 2 millions de vues en 3 jours dans tout le pays, quoi. Tout le monde parlait que de nous. Et les autorités ont flippé, en fait, de voir à nouveau le peuple se soulever pour dire nous, on a fait la révolution pour ça et pas pour faire des compromis à nouvelle. Et ils sont encore en train de flipper actuellement. Et ils sont encore en train de flipper. D'ailleurs, la personne qui vient de m'appeler, Amina, elle a voté contre hier la prolongation de l'état d'urgence, parce qu'ils ont prolongé l'état d'urgence hier au Mali, évidemment Covid. Covid, ouais, bien sûr, hein, ça, ils vont... Et en fait, qui a pour but Les d'empêcher coquins. les manifestations. Voilà. C'est pour éviter les regroupements. Voilà. Le Covid sert à éviter les regroupements et donc les manifestations. Donc c'est un moyen aujourd'hui qui est utilisé par le gouvernement pour contrôler un peu les populations au moment où ils sont en train de faire des compromis. Donc ça, c'est un peu pour situer le contexte dans lequel on était, en fait. D'accord. Ouais. Après, la relation de la France avec l'Afrique, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, et c'est une catastrophe depuis longtemps. Il faut bien voir que c'est ce que j'ai dit là-bas. On nous dit, les Français, on nous a appelés pour aller les aider d'un point de vue militaire. On nous a appelés pour les aider monétairement avec le fameux franc CFA qui contrôle l'Afrique. C'est 14 pays d'Afrique qui sont contrôlés aujourd'hui par le franc CFA. Ça fait 250 millions de personnes. Et c'est un cas unique dans le monde. C'est-à-dire que c'est le seul pays dans le monde qui contrôle la monnaie d'autres pays. Ça, c'est affolant, quoi. C'est le trésor public pour ça que français. c'est bien que tu expliques ça, justement, et ça, donc, personnes c'était mis qui en nous place regardent. après la Seconde Guerre mondiale, en fait. Parce que malgré tout, bon, on peut s'enorgueillir, la France a vaincu le fascisme, c'était magnifique, on a gagné la guerre. Ah, Mais derrière, on est resté un empire. Et on a continué à massacrer les Africains, les Algériens, j'en parle même pas. Enfin, continuer la politique impérialiste là-bas pendant encore 30 ans. Après, il y a eu les indépendances qui ont amené un peu de bien dans certains pays, un peu de mal, ça dépendait lesquels. Et puis après, on a tout tué les dirigeants qui finalement voulaient faire bien. Qui voulaient faire du bien, donc, bien sûr. Et du coup, on est revenu à ce qu'on appelle le néocolonialisme. Et un des choses fondamentales, c'est le contrôle de la dette et de la monnaie de ces pays-là. Donc, c'est 14 pays d'Afrique aujourd'hui, donc qui sont en Afrique de l'Ouest et Afrique centrale. Et donc, ces pays-là ne contrôlent ni leur budget, ni leur crédit, ni leur dette, ni leur émission monétaire. Donc, on voit que par là, il ne peut pas y avoir de démocratie sans souveraineté monétaire. Exactement, c'est ça la clé du contrôle. Exactement. Et donc, ces pays-là, et c'est ce que j'ai dit, alors on nous dit la France, oui, mais on garantit la monnaie, on garantit avec les accords de coopération militaire la sécurité. Or, si on regarde, il y a un rapport de l'ONU qui vient de sortir. C'est le rapport qu'on appelle de l'indice de développement humain. C'est un truc de l'ONU, mais bon, ça donne quand même une idée. C'est-à-dire, en gros, taux de scolarisation, éducation, santé, infrastructure publique, chose qui permet à un pays de vivre bien, quoi. Donc, les 14 pays qui sont sous le franc CFA sont tous parmi les 30 pays les plus pauvres du monde. Et alors que, logiquement, ils devraient être tous riches, normalement. C'est ça. Donc, cette thèse de dire qu'ils ont besoin de nous, c'est faux, parce que justement, on a prouvé depuis 60 ans que plus on est présent, plus ils s'appauvrissent. Et c'est parmi les plus pauvres du monde. Le Mali où j'étais, avec Yannick, c'est 184e pays sur 189, le plus pauvre dans le monde. 80% des gens n'ont pas accès à l'éducation, à l'eau potable, aux services de base. Je parle même pas des femmes, c'est encore pire. Donc voilà, le Niger est le dernier pays du monde, le dernier pays le plus pauvre du monde. C'est là où il y a tout l'uranium. Et c'est là où il y a tout, voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est là où il y a toutes les ressources. Exactement, voilà. Donc, on voit bien que cette théorie que la France aide l'Afrique, ou la soutient, ou la protège, ou garantit sa monnaie, etc. C'est plutôt pour leurs intérêts à eux. Ah, mais totalement. Ils sont là-bas pour leurs intérêts à eux, quoi, je veux dire. Bolloré, Bouygues, Orange, Canal+. Voilà, les oligarques. Énormément de bénéfices en Afrique, ça c'est clair. Donc c'est pour ça que la relation entre la France et c'est pour ça qu'il y a au Mali au début beaucoup des manifestants criaient la France, la France. Ouais, c'est ça. Il y a une haine quand même qui est assez présente et à juste titre. Et puis ce qui a aggravé les choses en fait, si on prend le cas du Mali, c'est que en fait quand la France,
Mais moi, je dis la France. Quand Nicolas Sarkozy, qui n'est pas du tout la France, décide de tuer un président, qui est le président libyen, Kadhafi, comme ça, parce que ça l'arrange, parce qu'il a ses affaires personnelles. Donc, à l'époque, il n'y avait pas de terrorisme au Sahel, au Mali, en Côte d'Ivoire, en Guinée, au Burkina Faso. Il n'y avait pas vraiment. Il y avait des petits bandits, des groupes, il y avait des petites infiltrations, mais pas grand-chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a créé les conditions pour que le terrorisme explose dans la région, pour après dire notre présence militaire est importante, donc on va vous aider, appelez-nous à l'aide, on va vous sortir de là. C'est comme si, moi je suis un pompier, tu m'appelles, tu dis est-ce que tu peux mettre je vais mettre le feu à ta maison, et après dans un quart d'heure tu m'appelles et tu viens me sauver. Il crée les dégâts et après, voilà, c'est ça. C'est exactement le même truc. Et c'est ça, et donc les gens sont conscients de ça. Enfin, de plus en plus conscients. Ça c'est un plus, voilà, c'est très bien qu'ils sont conscients justement. De plus en plus conscients de l'oligarchie et tout ça. Donc voilà, donc ça c'est une relation très complexe. Et donc du coup, pour revenir à cette question des relations, elle est compliquée dans le sens où jusqu'à présent, justement, il y avait ce truc, la France-Afrique, donc les Français contre nous. Maintenant, c'est les peuples contre l'oligarchie. Donc du coup, on a pu créer des convergences de lutte, avec les Gilets jaunes en particulier, avec tout ça, pour mener finalement le même combat. Et c'est intéressant, puisqu'on avait avec les Gilets jaunes à l'époque, et Yannick était là. Et Yannick, ouais. On avait été à Chamalières, justement à la fabrique du franc CFA. Et en fait, on s'est rendu compte que la vidéo, elle a fait, je sais pas, 1 million de vues en quelques jours. Elle a fait énormément de vues, exactement. Elle a été mise sur des pages YouTube avec 500 000 vues, etc. On s'est dit, putain, c'est un sujet énorme. C'est ce que les gens, faut qu'ils prennent conscience justement à ça. De ça, ouais. Et donc, c'est là où on a commencé à se dire qu'il faut aller vers cette convergence, en fait, et qu'on peut le faire en trouvant les. C'est à la racine du problème, hein. Comme on dit toujours, faut aller à la racine du problème. Donc c'est ça que justement qu'il faut développer et en parler. Tu as tout à fait raison. Et donc du coup, on avait fait cette vidéo à Chamalières. Après, on a fait des vidéos justement avec le groupe de Kémy Séba sur la Tour Bolloré. On allait envahir 2 fois la Tour Bolloré. Donc une fois, on était, je sais plus, on était une très bonne OP d'ailleurs. Et on a dit, si vous ne changez pas votre politique, on va revenir, monsieur Bolloré, et on reviendra plus nombreux. Donc la première fois, il n'y avait que les Gilets jaunes. Et après, on a contacté les gens de Kémy Séba, et ils ont décidé de venir avec nous. Donc ça, c'était vraiment la première opération groupée, entre guillemets, entre les panafricains et les Gilets jaunes. Et donc, c'est pareil, ça fait un buzz pas possible. Hein. Et puis là-bas, dans la Tour Bolloré... ça tremble, hein. Les coquins et les copains de là-haut, ça tremble. Et on a promis qu'on allait revenir, et on va revenir. Bien sûr. On va refaire il faut rien lâcher de toute façon. Donc ça, c'est petit à petit. Plus après, le Mali, c'est un cas particulier, mais l'idée quand même, c'est d'élargir en fait ce combat entre les vrais Français, ceux qui se battent contre la dette, les vrais Africains qui se battent contre le franc CFA, et l'idée que justement, ce que tu as marqué là, franc CFA, euro, même combat. En fait, même en France, c'est nouveau que les gens commencent à comprendre vraiment que l'euro, c'est une monnaie supranationale, que c'est pas, on la contrôle pas. C'est pour ça qu'on dit que c'est le sujet phare. Voilà. Mais même en France, il y a encore du travail à faire. Oui, énormément. Ils ont peur de sortir de l'euro, on sait pas. Même nous, on a essayé sur l'île justement avec les sans-papiers, on secondait ça et par rapport aux dirigeants syndicaux, ça reste, tu vois, c'est un tabou pour eux, donc ils veulent pas vraiment dénoncer ça, quoi. On voit bien que les partis sont un peu des gamelleurs, quoi, on va dire. On regardait en venant, parce que je demandais à Benjamin de faire une recherche. En fait, la première fois où le franc français a circulé en Afrique, c'est en 1849. C'est-à-dire qu'on abolit l'esclavage en 1848. Ouais. Parce que l'esclavage, en fait, l'abbé Grégoire l'avait aboli avant, au moment de la Révolution. Mais après, on le réinstalle avec Napoléon, donc en 1804, ou 5, je crois 4. Et ça dure jusqu'en 1848. Et donc, pour lutter contre ça, à l'époque, Napoléon, qui va devenir empereur, crée la première banque du Sénégal, au Sénégal, d'où partaient tous les esclaves, qui est détenue à 70% par une grande maison bordelaise, esclavagiste. Et le but de la banque, c'est de dédommager les possédants d'esclaves, parce qu'ils ont un manque à gagner, le fait que l'esclavage était aboli, ils perdent de l'argent. Donc on crée une banque pour les dédommager, et c'est là où commence toute l'histoire du franc CFA. À l'époque c'était le franc français, après ça deviendra franc CFA, mais c'est la même chose en fait. Oui, bien sûr, une belle escroquerie. Voilà. Donc c'est tout ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut. Donc déjà ça date. Hein, et c'est comme ça qu'on a toujours tenu nos colonies, par cette question du contrôle de la monnaie. Et pas simplement par la force. Parce que souvent on croit qu'il y a la force évidemment, il y a l'aspect militaire, mais le fait que par la monnaie, par la dette, on arrive à faire en sorte que les économies ne se développent pas,
on les tient finalement dans un engrenage. Et ça, c'est une question fondamentale. C'est fondamental, comme tu dis. Et ça dure depuis cette époque-là. C'est pour ça qu'il faut vraiment soulever ce problème-là. Ah bah oui. Et nous, on l'a vu parce que, et c'est aussi un des thèmes, déjà les Français ne comprennent pas l'euro, alors vous imaginez le franc CFA, qui a entendu parler du franc CFA en France? Très très peu de gens. Ils ne savent pas comment ça va. Ils ne savent pas, non. C'est pour ça que... D'ailleurs, même à Clermont-Ferrand, qui est à 15 km à peu près de Chamalières, où on imprime le franc CFA, vous dites aux gens que le franc CFA, il s'imprime à 15 km de chez eux, ils sont même pas au courant. Ils sont pas au courant, ouais, voilà. Top secret, c'est secret défense. Ouais. Donc il y a de la pédagogie à faire, et c'est ça qui est bien dans les lives qu'on fait avec les Gilets jaunes, ou ce qu'on a fait avec Yannick. C'est ce qu'il faut, hein. Nous on va à la racine du problème, donc il faut parler de la dette. La dette, c'est ce qui tue, quoi. La dette tue. Et on le voit bien, elle tue les autres peuples aussi, quoi. Puis surtout, ce qui est fou, c'est que ce soit en euros avec l'euro, on sait depuis la soi-disant crise de 2008, la BCE a créé presque 5 000 milliards de fausses monnaies. De fausses monnaies, ouais. Pour renflouer, soi-disant, les dettes, les banques. On ne sait pas qui, on ne sait pas où il est passé cet argent. Mais en Afrique, ça a été fait pareil. C'est-à-dire qu'en 1994, il y a eu la grande dévaluation. Ouais. Bon, avant, le franc CFA avait une certaine valeur. Et en 1994, le Trésor public français décide de dévaluer massivement de 50% la monnaie. Donc, ceux qui savaient ont pu protéger leurs billes, les autres ont tout perdu. Ils ont tout perdu. 50%. Tous les pays ont tout perdu. Du coup, la dette a explosé à l'époque. Et c'est à ce moment-là où on a dit « Ah, mais vous inquiétez pas, on a des copains au FMI, là. Le FMI, voilà, t'as bien fait de... Voilà, on va vous aider, puisque vous êtes dévalué, on va vous faire des prêts. » Voilà, et c'est là qu'on parle souvent de plans d'ajustement structurel, qui sont les politiques du FMI, qui ont été faits après la dévaluation organisée par la France, explicitement, pour lancer le processus de privatisation de leurs infrastructures. Et c'est là où justement tous les ports, Bolloré possède tous les ports de l'Ouest. Ouais. Les forêts, on les a bradées de partout. Il a acheté des forêts au Cameroun, en Centrafrique, etc. Bon, évidemment, les infrastructures, le chemin de fer, tout ça, tous les rails d'Afrique de l'Ouest, c'est Bolloré. Les trucs de logistique, etc. C'est vrai que nous, on sait, et c'est bien justement de le faire savoir. Il y a une histoire de tout ça. Et en fait, ça a été un recolonialisme par la dette, justement. C'est ça qui a été à l'origine. Ça n'a pas été par la force. Ça a été par la dette. Par l'esclavage. Par l'esclavage monétaire. Hein. Et ça, c'est beaucoup plus fort aujourd'hui que toutes les armées, quelque part. Ça a plus d'impact. Ça a plus d'impact. Et c'est ce que disait, en fait, Nicolas Gbou. Moi, je conseille, pour ceux qui veulent comprendre bien le franc CFA, il a fait des bonnes vidéos détaillées, etc. Et il explique, il parle de nazisme monétaire. Et donc, ça choque les gens au nazisme, on ne peut pas dire nazisme. Ouais. Oh là là, le terme, c'est pas bien. Mais en fait, non, parce qu'en fait, lui, il explique dans son livre, en fait, il y a même un Français qui a écrit un livre en 1946, qui explique comment l'Allemagne a dévalué la monnaie française pour justement s'accaparer toute l'origine. Rien qu'en dévaluant la monnaie, en fait, ils ont fait pareil en Pologne et ailleurs. Et la Grèce aussi, non? Il n'y a pas eu... Tous les pays qui contrôlaient. Et donc, lui, il raconte tout ça. Il dit, voilà, c'est beaucoup plus efficace que les formes de pillage barbares qu'on faisait avant, etc. Puisqu'on a, en fait, on a toutes les richesses gratuites, quoi, quasiment. Et il dit, voilà, le franc CFA, quand on l'a mis en place après la Seconde Guerre mondiale, était basé sur le modèle qui avait été mis en place par les Allemands, les nazis. Donc, c'est pour ça qu'il parle de nazisme monétaire. Mais c'est une expression qui est forte. Qui est forte, mais qui est juste. Voilà. Et ça, c'est Nicolas Gbou qui a fait pas mal de conférences là-dessus, qui est très intéressant parce qu'il montre bien, en fait, la nature oligarchique, pour pas dire nazi, en fait, de ce type de processus. Parce que derrière l'oligarchie, il n'y a plus l'idéologie nazie au sens hitlérien du terme. Ça, c'est différent, on va dire. Mais le principe de contrôle est le même, en fait. C'est le même, ouais. C'est exactement le même principe. Et c'est là où on n'a pas beaucoup évolué, en fait. Hein. Et donc, cette dévaluation de 1994, c'était un peu le début, justement, qui fait que ces pays-là, aujourd'hui, comme je disais, sont parmi les plus pauvres du monde. Et alors qu'ils devraient être... Alors c'est un pays, en termes de... Comme on dit, hein, la France, vous avez plein de réserves d'or, mais il est où votre... il est où? Enfin, voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'il faut faire comprendre... Voilà. Donc, c'est très tendu. Et puis, surtout que... quand je disais, quand il y a eu Kadhafi qui a été tué, en fait, assassiné par la France, assassiné, tout un bordel dans la région. Donc évidemment, ça a été la panique. Ils ont dit aux Français, venez nous aider, les terroristes arrivent à Bamako. Ce qui était vrai en plus. Et je dirais même qu'on a bien fait d'y aller à l'époque. Parce que sinon, le pays tombait dans les mains des djihadistes, ce qui aurait été très grave. Ça aurait été encore plus... Donc la France ne voulait pas aller quand même jusque-là. Mais après, on aurait dû tout de suite utiliser nos armées, notre génie civil, militaire, pour développer le pays. Parce que, en fait, 80% des gens qui vont dans le terrorisme,
Ils y vont pas par idéologie islamiste, radicale, je sais pas quoi. Ils y vont parce qu'ils sont dans la misère. Et que ces gens-là, derrière, l'Arabie Saoudite, tous ces gens-là, ils payent, etc. Donc ils y vont pour ça, là-bas. Ils y vont pour ça. Et aujourd'hui, la France, ça a été révélé par le Canard enchaîné, elle dépense 2 millions d'euros par jour dans l'opération Barkhane. C'est la fameuse opération de maintien de l'ordre au Mali. Donc 2 millions d'euros par jour que la France dépense pour faire cette opération, pour soi-disant maintenir l'ordre dans la région. Et le terrorisme ne fait qu'augmenter depuis 8 ans. Et chez nous, on s'appauvrit aussi. Et puis, la population française s'appauvrit, on le voit de plus en plus. Exactement, c'est pareil. On voit que bon, il y a de l'argent, mais bon, c'est investi pour vraiment. Pour le pillage. Le pillage, voilà, c'est ça, c'est bien ça. Donc ça coûte un pognon de dingue pour un résultat qui est catastrophique. C'est ça qui est irrationnel. Et je voulais aussi savoir aussi sur l'armée française, est-ce qu'ils vont retirer nos troupes de là-bas? Là, c'est le grand débat. En fait, c'est le grand débat actuel. C'est aussi pour ça qu'ils avaient fait cette manifestation. Parce que, en fait, le 20 janvier, au Mali, c'est la fête de l'armée, officiellement. C'est une fête nationale, en fait. Enfin, normalement, ça ne devrait pas être le 20 janvier, mais c'est un autre débat. Bref. Mais c'est le 20 janvier où on fête l'armée. Pourquoi? Parce que, si on a le temps, on va faire un peu d'histoire. Quand il y a eu les indépendances, le premier président du Mali s'appelle Modibo Keïta. Modibo Keïta, il a bossé avec la France, il a même été député, il connaît très bien le système colonial, etc. Sauf que lui, il est totalement contre. C'est un socialiste. Convaincu, plutôt alliance russe. D'accord. Mais il bossait en France. Donc quand il arrive au pouvoir, qu'est-ce qu'il fait? La première semaine, il arrive au pouvoir, il dit maintenant on va devenir un pays souverain. Sur tous les plans. Une semaine plus tard, il crée l'armée nationale. Non, il signe un décret pour demander aux troupes françaises, aux troupes coloniales françaises de quitter son pays. De quitter le... Ouais. Maintenant, les troupes coloniales, on est un pays indépendant, vous dégagez. Terminé. Maintenant, on va avoir notre armée, on va la former, on va la soutenir, etc. Première chose. Donc, la France dégage à l'époque. À l'époque. Pas plu à nos amis. Mais voilà. Et donc, il crée, quelques temps plus tard, ce qu'il appelle la Banque populaire malienne, qui est une banque de crédit, qui est d'ailleurs, vous l'avez dans les manifestes des Gilets jaunes. C'est ça. Annulation de la dette, armée nationale, souveraineté économique. Souveraineté carrément du peuple, bien sûr. Une banque populaire de crédit. Il dit voilà, l'État malien va avoir sa banque pour investir dans l'industrie, l'agriculture, la pêche, l'éducation, la santé. Et il lance des programmes, etc. Il augmente tout, il fait un travail extraordinaire. Mais là où il ira trop loin, et ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'il va créer une monnaie nationale. Parce qu'à l'époque, on a le franc CFA. Ouais. Et lui dit, aujourd'hui, c'est le 1er juillet 1962, donc 2 ans après l'indépendance, il fait un discours où il disait, voilà, à partir de ce soir, nous avons notre propre monnaie nationale. Donc on est souverain économiquement. Seul l'État aura le droit de créer de la monnaie. De créer de la monnaie, ouais. Et le franc CFA, c'est-à-dire l'esclavage monétaire, c'est fini. Donc c'est un des rares présidents qui va réussir à faire ça avec Sékou Touré, en Guinée. C'est ce qu'on a vu aussi. Et donc il va vraiment faire une révolution, en fait. Il fait vraiment une révolution. C'est comme si aujourd'hui, nous, on disait l'euro, stop, faire foutre, voilà. Et c'est ce qu'il faudrait d'ailleurs. On crée une banque nationale, on revient au franc, et au lieu de mettre 750 milliards là, de plans Covid, je sais pas quoi, machin truc, ou je sais pas où, on va mettre 100 milliards par an dans les infrastructures, dans l'école, dans les hôpitaux, exactement, mais bien sûr. En fait, on a exactement à faire la même chose, en fait. C'est là où on est dans le même combat. C'est ça qui est fou quand il réfléchit. C'est le même combat. C'est le même combat, on a le même ennemi, bien sûr. Il fait ça en 62, il crée sa banque nationale. Et il fait des miracles, hein. Je veux dire, il éduque tout le monde dans le pays. Quand tu vois, aujourd'hui... il développe, quoi. Il développe, hein. C'est juste, c'est triste, c'est vraiment triste. Donc il fait ça pendant quelques années, et puis bon, après il y aura évidemment un coup d'état militaire, donc on mettra Moussa Traoré, les militaires, et puis depuis tout a été saccagé en fait, tout a été détruit. Donc c'est là où c'est intéressant, parce qu'il y a à l'époque, il y a exactement le même combat qu'on doit mener aujourd'hui. C'est ça qui est marrant quelque part. Et c'est ça, faut que les gens comprennent. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça qui est important. C'est bien la peine d'aller faire des manifestations, mais comme on dit toujours, saucisse merguez derrière les syndicats, ça marchera jamais. Réclamer 100 balles et un mars, ça va pas faire avancer les choses. Il faut être logique, hein. Ça fera avancer les choses, si, mais de l'oligarchie. De l'oligarchie, voilà, mais c'est pas ce qu'on veut, nous, c'est pas ce qu'on veut. Donc, c'est comme on dit toujours, une banque nationale, c'est le paix l'emploi. Après, ça dépend du gouvernement que vous avez, parce que vous pouvez avoir une banque nationale. Il faudrait que c'est le peuple, justement, il faudrait que c'est le peuple qui reprenne. Sous contrôle citoyen. Une banque nationale sous contrôle citoyen, qui soit l'inverse de l'Assemblée nationale actuelle, où vous avez des ouvriers, des artisans, même des banquiers,
des gens qui représentent la société, en fait. Et c'est ça qu'il faut vraiment faire aujourd'hui. C'est ça qu'il faut que le peuple se le dise, quoi. Et c'est pour ça qu'il faut qu'ils descendent, il faut qu'ils dénoncent. Il faut qu'ils en comprennent. nombre, hein, surtout qu'ils comprennent et qu'ils dénoncent. Ouais, c'est pour ça que bon, vous êtes là aussi. Hein. En tout cas, j'appelle les gens parce que là, on a, comme je disais en arrivant, on a plein de gens qui appellent. On a fait des vidéos sur le Great Reset, le sommet de Davos, etc. Nous, on a pas mal de gens qui nous appellent. Et là, je leur dis, nous, on a un track qu'on a fait là-dessus. Les gens peuvent le modifier s'ils veulent rajouter leur truc à eux, etc. Mais qui sortent dans la rue, là, on a diffusé ce matin à Lille. On a diffusé hier soir encore à la gare de Lille. Après, il y a moyen d'être sur le terrain. C'est important en fait. aussi que les gens prennent leurs responsabilités. Ils se font même des tracts eux-mêmes. Ouais, et ils vont tracter, ils vont soutenir aussi nos restaurateurs. Voilà, quand on voit le massacre que ça fait, vous allez vous promener dans les villes, on dirait le Far West, quoi. Là, on a une image terrible qu'on a publiée hier où on était devant la gare Lille-Flandre et là, vous avez le palais de la bière de Lille fermé. Donc, voilà, quoi. Et là, ça y est, ils ont touché au cœur du... Justement, les gens comprennent pas que, en fait, 75% de nos restaurateurs, les artisans, tout, il y en aura plus, quoi. Ouais, et on a besoin de nos petits commerces. Mais c'est en ça où on est en train d'être africanisé. Ouais. C'est vrai. On va devenir un pays du tiers-monde, en fait. Alors, évidemment, on a plus d'avance qu'eux, on a plus de terrain. C'est pour ça que Modibo Keïta, c'est intéressant, parce que tu vois, en 10 ans, il révolutionne son pays, les gens vont à l'école, il y a la santé qui se développe, etc. Ils étaient bien avancés. C'était pas comme nous, mais c'était bien avancé. Et tu vois qu'en 20 ans, tout a été détruit. Ah oui, parce que nous, c'est ce qu'on subit actuellement, c'est le même processus. Parce que ça plaît pas à notre ennemi, aux oligarques, donc ils font tout pour casser tout ça, quoi. Ouais. Et ça va, le peuple commence à avoir clair là-bas, surtout, ça commence. En tout cas, ils ont réussi à faire tomber leurs dirigeants. Ils ont toujours des bâtons dans les roues, il y a toujours... Non, il y a beaucoup de pression. D'ailleurs, c'est marrant par rapport aux Gilets jaunes, parce que quand on était là-bas, en fait, la manif, ils ont décidé de l'interdire au dernier moment, parce qu'ils n'avaient peur que ça déborde. Et donc, ils ont publié un article dans la presse, et ils ont dit le gouvernement du CNT, le fameux gouvernement de transition, a tropicalisé les méthodes du préfet de Paris, l'allemand. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ont africanisé, en fait, et ils disaient, parce qu'ils ont utilisé les mêmes méthodes que contre les Gilets jaunes, contre nous là-bas. C'est fou. C'est fou. Ils disaient ça dans les médias. En disant, voilà, nassage, gaz lacrymo, intimidation, là-bas, et puis là-bas, ça peut partir très vite, ça peut être un peu plus violent. Ça peut être, ça tire à balles réelles. Donc là, il y a eu des blessés d'ailleurs. Mais ils expliquaient bien, c'est ça qui était fou, ils disaient voilà, en fait c'est le préfet l'allemand qui fait la politique en Afrique. C'est quand même extraordinaire. Mais c'est fou que c'est pour... Ah oui, c'est ça. Bon, avec Yannick, on a rigolé. Parce oui, non, mais bien sûr, je comprends. C'était drôle. Je comprends, ouais. Donc... D'accord. Et au niveau de la dette, en fait, depuis 2014, il y a l'ordonnance de François Hollande qui nous empêche de connaître les créanciers de la dette. Est-ce que les créanciers des pays africains, c'est pareil, quoi, ou pas? C'est pas tout à fait pareil, en fait. Il n'y a pas une loi qui interdit de connaître les créanciers. C'est pas pareil. Par contre, on sait de toute façon que le franc CFA est contrôlé par le Trésor public français. Donc, c'est l'État français qui garantit la monnaie. Donc c'est lui qui garante la dette également. Donc voilà les créanciers. C'est l'État français qui a. Après on peut dire que comme on ne connaît pas les créanciers de la dette de l'État français, il y a peut-être des ponts qui se font à un certain endroit. Mais en tout cas c'est pas le même système en fait. C'est vrai que c'est un peu différent. Et donc la dette, je veux dire aujourd'hui, ce qu'on appelle la dette africaine, c'est un petit peu différent de la dette européenne, dans le sens où toute la dette a été basée d'une part sur la dévaluation, qui est purement la création d'une dette miraculeuse juste en un clic, ce qui n'est pas tout à fait pareil que nous. Et après, il y a ce qu'on appelle la politique d'aide au développement. C'est-à-dire qu'en gros, l'Afrique est 100% dépendante de l'aide au développement. Comme elle n'a pas les moyens de créer de l'argent, donc elle vit de ça. Et donc aujourd'hui, la dette, elle est surtout l'accumulation en fait de toute cette aide au développement qui ne sert pas à aider le pays, mais qui sert à engraisser, corrompre et détourner l'argent. C'est ça, les copains. Qui va dans les poches des dirigeants qui sont en place, qui sont multimillionnaires, faut être clair, et où les projets ne sont jamais réalisés. Là, au Mali, ce que me disait ils ont toujours des projets, mais... on leur dit signer un truc sans savoir où c'est, un projet de 27 millions d'euros. Bon, oui, mais pourquoi faire? Est-ce qu'on veut les... Ouais, mais on n'a pas encore les détails, la Banque mondiale nous expliquera, blablabla. Du blabla, Donc, ils font voter ça au Parlement, et les 27 millions, après, on ne sait pas où ils passent. On ne sait pas où ils sont, voilà. C'est pour ça que c'est bien de l'expliquer. Le projet n'a jamais été réalisé. Et ça, c'est plusieurs milliards, en fait. On estime à plusieurs milliards.
La corruption en Afrique, comme ça, c'est un quart du PIB africain qui part dans la corruption. Et après, il y en a encore plein qu'on voit pas. Qu'on voit pas, c'est en deux ans. En gros, on a calculé, même ça c'est des rapports officiels, c'est 148 milliards par an, rien que la corruption qui va dans les paradis fiscaux. Sur 10 ans, ça fait 1500 milliards. Bon, imaginez en Afrique ce que vous faites avec 1500 milliards. C'est énorme. C'est juste énorme en fait. C'est énorme, c'est plus qu'énorme. Les hôpitaux avec 1500 milliards. Ouais, parce que c'est vrai que les hôpitaux là-bas, les routes et tout, c'est catastrophique. Hein. Ah bah, demande à Yannick, il s'est fait secouer dans la voiture. Il y a une route qui est un peu goudronnée, mais le reste c'était rock'n'roll. Voilà. Donc non, il n'y a rien. Donc c'est pour ça que la dette n'est pas tout à fait de même nature. Elle est beaucoup plus brutale. Et c'est vraiment une dette de corruption. Elle tue encore plus, quoi. Elle tue encore plus, quoi. Mais c'est plus une dette de corruption. C'est pas pareil, c'est pas une dette de spéculation comme chez nous. Comme nous, ils spéculent, voilà. Il y a une petite différence, en fait, quand même. Mais bon, le résultat est le même. Mais le résultat est pareil. Donc c'est vrai que la dette africaine... Mais bon, après, nous, on a fait avec les Gilets jaunes constituants, d'ailleurs, ils ont fait un appel à un audit. Un audit, voilà, ouais. Il faut savoir que nous, on travaille aussi avec le CADTM, qui est le comité d'annulation de la dette des pays du tiers-monde. Donc, qui sont très efficaces, qui sont très connus, en tout cas, et qui ont publié énormément de dossiers pour ceux qui veulent suivre. Ils font des vidéos, etc., qui expliquent justement la dévaluation de 94, la corruption, etc., très en détail. Et qui permet de voir que là-bas, c'est ce qu'on appelle des dettes odieuses, qui sont maintenant même reconnues. C'est pire qu'odieuse, c'est pire qu'odieuse. Dette odieuse, aujourd'hui, c'est reconnu par la juridiction internationale, ce qui fait qu'ils ont un moyen juridique, mais bon, encore une fois, c'est toujours très long, mais c'est pas, voilà. etc. Mais je veux dire, ça avance, on va dire, d'une certaine manière. Mais bon, ça règle pas le problème pour l'instant. Ça avance, mais eux, leurs dégâts avancent beaucoup plus que, tu vois, c'est ça. Donc c'est vrai que la nature de la dette est un peu différente. On est vraiment dans un néocolonialisme financier pur et dur. C'est vraiment brutal. Et ça va être de pire en pire si vraiment les populations ne réagissent pas, quoi. Ça va être de pire en pire. Si les populations réagissent, on va revenir petit à petit à un néocolonialisme plus militarisé, comme on l'a vu avec la manifestation au Mali qui a été interdite, où là, le Quai d'Orsay a appelé le président pour dire il faut interdire cette manifestation. Carrément, carrément. C'est dit dans les médias, carrément. Vous vous rendez compte, les amis? C'est incroyable. Je vais vous raconter une anecdote. En 2010, le président du Niger, qui n'était pas un saint, qui avait été mis en place par Bolloré, c'est un copain de Bolloré, commence à dire les Français nous cassent les couilles, on ne peut rien faire, on est les plus pauvres, on veut diversifier nos partenaires. Donc en gros la Russie et la Chine, parce que derrière il y a la Russie et la Chine qui viennent dire nous on va vous faire un train, on va vous faire un feu, etc. En échange on aura des matières premières. Bon, à la limite, on peut être pour ou contre, c'est pas la question. Donc Mamadou Tandja nomme son fils ambassadeur en Chine. Le président de l'époque du Niger. Lui, il va là-bas, il dit nous, on veut bien que vous veniez nous aider, les Français, ça va, on a notre dose, Donc les Chinois arrivent, ils proposent des projets. Bolloré est averti, l'Élysée est averti, une semaine plus tard, le mec, il est dégagé. Ça va très vite, hein. Les copains et les coquins, là, Et ça, vous pouvez le retrouver même dans un article du journal Le Monde. Parce que quand nous, on dit vous exagérez un peu, c'est un peu caricatural et tout. Non, dans le journal Le Monde, Michel Rocard, qui n'est pas n'importe qui était ministre, Premier ministre même, il a fait un article en expliquant ça, dans le journal Le Monde en France. C'est-à-dire que c'est même pas des trucs cachés. C'est-à-dire que si on suit les médias, on peut même le voir. On voit là carrément la France qui fait un coup d'État en une semaine, parce qu'un pays veut avoir d'autres partenaires. Donc, il veut se développer, on va dire. Enfin, entre guillemets, quoi. Voilà, bien sûr. Donc la relation avec la France aujourd'hui, c'est quand même assez brutal. C'est très brutal. Après, si les peuples se rebellent, c'est ce qu'on a vu avec Kémy Séba d'ailleurs. C'est ce qu'il faut. Lui, il a été au Sénégal, il a fini en prison. Et puis quand il raconte dans son livre la prison dans laquelle il était, c'est prison, vous êtes à 15 ans, 8 mètres carrés. C'est pas la prison que nos copains, nos coquins là-haut qu'ils ont, Il n'y a pas de. Donc, tu vois, même un mec comme ça, là-bas, il s'est fait virer du Sénégal, de Côte d'Ivoire, même lui, sur le terrain en Afrique, même les propres dirigeants africains le traitent comme ça. Ils subissent énormément. Là, il est au Bénin maintenant, c'est un peu différent. Ils subissent parce qu'ils dénoncent justement cette injustice. Donc, ça dépend jusqu'où va le peuple.
dans sa résistance. Alors, ce qui est intéressant au Mali, c'est que là, ils sont déterminés, ils en ont fait tomber un. Ouais. Là, ceux-là, ils tremblent parce qu'ils savent qu'ils peuvent remobiliser les foules pour les faire tomber. Donc, ils essayent de faire des compromis, ils sont un petit peu le cul entre deux chaises. Justement, par rapport à ça, il y a le CNT, il y en a qui sont pas très d'accord par rapport à tout ça. Enfin, Ah bah oui, bah, les gens qui nous ont invités, clairement. Eux, c'est ça. Hein. Dans la tradition de Modibo Keïta, c'est une armée nationale, une banque nationale, une politique de crédit pour industrialiser, développer, etc. Il n'y a pas de train au Mali, par exemple, pas d'infrastructure. Donc eux, ils sont vraiment dans cette tradition-là. Et c'est nous la nôtre aussi. Hein. C'est ce qu'il faudrait, voilà, pareil, chez nous. Quoi. Après, il y a ceux qui sont, disons, on pourrait dire des socialistes français, quoi, qui sont un peu entre les deux, qui disent que, bon, c'est vrai que ça va pas bien, mais on va faire un peu de charité, mais on peut pas tout changer, donc on va faire un compromis. Ah, mais ça, c'est des copains, du copinage, voilà, tout ça. Voilà, puis il y a ceux qui se vendent directement, parce que là, ils ont nommé des ministres dont certains se vendent directement, il faut être clair, tout justement les fameux contrats de 27 millions d'euros pour je sais pas quoi. C'est plutôt pour leurs intérêts qu'autre chose. Donc c'est très compliqué comme situation. Mais la résistance, en fait, aujourd'hui, le mouvement Yerewolo, c'est Adama Bendiara qui s'appelle, c'est lui qui a un peu mobilisé les jeunes surtout, parce qu'à la base c'est 60% de jeunes. Là, c'est beaucoup. Lui, il est toujours à la tête de ce mouvement-là, et dès que les autres font une moindre erreur, il peut remobiliser les gens. Donc il y a une sorte comment on dit, ils ont eu le petit goût de la révolution qui pouvait aller dans le bon sens, c'est pas fini, mais ils ont gardé le goût, tu vois, ils savent très bien qu'ils vont pas lâcher le morceau. Et en France, je pense qu'ils vont pas lâcher, comme c'est parti. Voilà. Et en France, c'est ça, il y a eu les Gilets jaunes, il y a eu ce goût révolutionnaire, après on nous a tapé dessus. Il y a eu de la manipulation, il y a eu énormément de choses, les partis politiques, ils essaient de rattraper, les syndicats, non mais voilà. Tout ça, mais je pense que le goût a été pris, et je pense que ça peut revenir très très vite en fait. Et ça c'est positif. Et en plus aujourd'hui, ce qui est hallucinant. Ouais, c'est encourageant, on va dire quoi. Les gilets jaunes aujourd'hui, c'est pas des gens qui vont dans la rue en disant ah je suis pas content, allez on va manger une merguez comme tu disais. Ouais. C'est on veut un audit de la dette, on veut connaître nos créanciers, on veut une banque nationale, etc. C'est-à-dire que c'est vraiment politique, c'est politique dans le bon sens du terme. Dans le bon sens du terme, bien sûr. C'est pas juste on n'est pas content, on sait pas ce qu'on veut mais on n'est pas content, donnez-nous. Ah non, c'est pas du théâtral, c'est carrément. C'est vraiment ça, et ça, le mouvement des Gilets jaunes, pour ça, et en particulier les constituants, ils font un travail de fou sur ça. Pour ce genre de vidéos, c'est un sujet un peu précis aujourd'hui, mais bien sûr. Sur tous les autres, sur la dette et tout ça, c'est. Mais c'est ce qu'il faut, justement, il faut que les gens s'intéressent à ça, quoi. C'est la racine du problème, comme on dit toujours. Donc c'est le but, qu'ils comprennent ça et. Après, le danger, c'est la radicalisation de l'oligarchie. Et ça, je crois que c'est pas tout à fait encore compris. C'est pour ça que les gens sont encore un peu mous, je trouve. Ouais. C'est-à-dire que là-bas, bon, le peuple se lève. Bon, plus il se lève, plus on va leur taper dessus. Mais en Afrique, on fait un coup d'État comme ça passe dans les médias, puis on n'en parle plus. Donc ça se voit pas. Mais ici aussi, c'est-à-dire que plus les gens se réveillent, plus on va être l'oligarchie. On le voit avec le forum de Davos. Ouais. Klaus Schwab, ouais. Les gens qui de toute façon les petits entrepreneurs, là, tout ça dégage. On aura que les gros. Ah, c'est ce qu'ils veulent, C'est ça, de toute façon, avec Facebook, les big tech, on va contrôler de toute façon tous les réseaux sociaux, donc tous ceux qui vont dégager, tous ceux qui vont nous gêner. Et c'est ce que ça, faut que les gens comprennent aussi, quoi, parce que c'est un danger, c'est un grand danger. Plus les gens se réveillent, plus l'oligarchie se radicalise. Donc c'est là où il faut pas être naïf, hein. Non. Ces gens-là, ils sont prêts à nous tuer. Ah oui, on le sait bien, hein. Ça, c'est pour ça qu'il faut que les internautes le comprennent, voilà, quoi. C'est surtout ça. Ils sont prêts à ça. Mais bien sûr. On voit ce qu'ils font à l'Afrique, en particulier le Mali, mais il y a plein d'autres pays. La vie humaine, pour eux, ça ne compte pas. Ah non, ça compte pas, non. Zéro. Donc, que l'on soit africain ou malien, il n'y aura pas de différence. Et c'est ça qu'on a peut-être encore un peu de mal à comprendre en France, et qu'on tolère un petit peu trop facilement ce système. On se dit, bon, ils sont un peu corrompus, etc. C'est vrai qu'ils tolèrent. Mais on ne comprend pas leur idéologie, en fait. C'est ça. Et c'est ça le vrai travail de fond qu'il faut arriver à faire comprendre, en fait. Ces gens-là, c'est des tueurs à gages, quoi. Comme tu dis, ouais. C'est des tueurs à gages. Tu peux le dire, carrément. Tu le vois, tu vois ce qu'ils mettent en place, hein. Les distanciations sociales, le masque et ceci, les virus, enfin voilà quoi, c'est tout ça, ils vont utiliser, hein. Donc c'est pour ça qu'il faut avertir aussi les gens, quoi. C'est très important. Leur rêve, c'est qu'il y ait des attentats tout le temps, des pandémies tout le temps, etc. Comme ça, ils contrôlent tout le temps les gens, et puis voilà, il n'y a plus de résistance, quoi. Est-ce que ça peut passer? Je sais pas, hein, c'est la grande question de pourquoi on se mobilise. Nous, on se mobilise. Il faut être optimiste, faut pas, hein. Il faut être optimiste, tu vois. Là, on a milité hier soir, avant-hier, ce matin à Lille et tout ça, il y a toujours des gens qui viennent, qui disent bon, bah voilà, je me suis un peu réveillé. C'est marrant, il y a beaucoup cette idée du réveil. Des gens qui viennent nous voir en disant, mais écoutez, moi
Bon, voilà, je me posais pas de questions. Et puis un jour, j'ai vu une vidéo sur la dette, par exemple, ou sur le reset, ou sur le franc CFA, enfin, rarement sur le franc CFA, quand même. Ça reste un peu, ça reste un peu... Voilà, c'est un peu caché encore, faut être honnête. Et où les gens, du jour au lendemain, en fait, ils disent, putain, faut que je me renseigne. Et là, ils se renseignent, ils regardent c'est ce qu'il faut. des vidéos. Alors, il y a de tout et de rien. Des fois, ça part en vrille dans tous les sens, etc. Mais ils se forment. Et ça, il y en a de plus en plus. Il y en a de plus en plus, c'est vrai qu'il y en a de plus en plus. On peut pas le nier. En 2003, j'ai jamais vu ça. Jamais vu ça. C'est impressionnant. Et c'est le bon côté de la chose, en fait. Ils sortent un peu, on va dire, de la pensée unique. Ouais, c'est ça. Hein, l'écran dictateur, on appelle ça. Ouais, c'est la pensée unique. Donc ils sortent un peu de ça. Même hier, le Figaro a publié un sondage, même le Figaro, publié un sondage disant que ça y est, plus de 50% des gens ne croient plus pensent que les masses médias disent des mensonges à la population. C'est-à-dire que même, de manière générale, 50% des gens, même s'ils ne sont pas encore résistants, on va dire, savent que c'est de la propagande. Je dirais même un peu plus que 50%. Je pense peut-être un peu plus. Bien Eux, plus, ils disaient, ça y est, on a basculé. Voilà, mais c'est plus. Mais quand même, qu'ils le disent, c'est quand même intéressant. Oui. Tu vois que tu as 40% des gens, 50% des gens potentiellement, qui peuvent faire un coup d'État dans ce pays. Ouais. Démocratique. Un peuple uni, comme on dit toujours, il est invincible. Oui, c'est ça. Eux, ils sont qu'une petite poignée, il faut être réaliste. Voilà. Il faut créer l'environnement, et c'est ce que nous, on fait quand on milite sur le terrain, ce que vous faites avec les vidéos sur Facebook, vous pouvez le faire sur Facebook, parce que ça va peut-être pas durer longtemps. C'est ce qu'ils sont en train de... Et voilà, c'est ça que les... C'est pour ça qu'il faut que les gens vraiment comprennent, quoi. Alors, on a un avantage là-dessus, c'est que les systèmes de censure ne sont pas faits par des êtres humains. Ils sont faits par des algorithmes. Les algorithmes, ouais. Et l'algorithme, il est un peu con. Un peu beaucoup. Mais genre, il va vous censurer. Moi, je me souviens qu'il m'a censuré un truc où j'avais mis une photo du prince William qui était porté par des Africains, justement. Il me l'avait mis comme fake news. Alors que c'est dans un article de presse mainstream. Ouais, bien sûr, non, mais ils essayent de... Et inversement, je vois tous les jours passer des trucs qui sont d'une idiotie, mais phénoménale, et qui se font pas considérer comme fake news ou des trucs comme ça. Il y a pas d'article de debunker. Ah non, mais voilà, pour eux, c'est pas... Mais pour un truc sérieux, à savoir la dénonciation d'un oligarque qui est parti se balader à trifouiller les oies avec des gens qui lui rendent un culte... Ça, en fait, on censure même si c'est dans un article de presse mainstream. C'est ça. Et ce qui peut nous sauver, c'est ça, c'est que l'algorithme, il sait pas lire. Non. Honnêtement, parce qu'en fait, il peut même laisser passer des trucs super critiques, mais comme c'est super pointu et super intelligent, il le voit pas et il laisse passer. Ça, c'est l'avantage qu'il peut y avoir, parce qu'ils peuvent pas avoir des armées de modérateurs humains qui... Ah non, mais c'est ça, on sait très bien. Enfin, voilà. C'est la faille de leur couper les pages qui les dérangent. C'est ce qu'ils font, de toute façon. De toute façon, c'est ce qu'ils font. Après, oui, ils feront ça. D'ailleurs, en fait, chose très drôle, dans le dégommage de pages qui les gênent, ils ont coupé Trump, ils ont coupé la page du Parlement vénézuélien, ils ont coupé même une page d'Antifa qui avait 71 000 vues. D'accord. Parce que sur le moment, en fait, les mecs, ils disaient Biden nous a trahis et eux, allez hop, c'est parti. Parce que tout le monde est en train de se rendre compte que Joe Biden a trahi les aspirations de ses électeurs. C'était visible, en fait, avant même qu'il soit élu. Mais bon, et en fait, ils se sont lâchés là-dessus. Et le truc, c'est que tout le monde voit, l'avantage de ça, c'est que tout le monde voit la participation des réseaux sociaux au système de contrôle, en fait. Les réseaux sociaux, ouais, dans un sens, heureusement, à l'heure actuelle, qu'ils existent, mais bon, faut faire attention, quoi. Ouais. Là, ils se sont rendus compte, d'ailleurs, les gilets jaunes sans Facebook, ça aurait été beaucoup plus compliqué au début, c'était beaucoup Facebook, nous, la vidéo, il faudrait demander à Yannick, mais je crois que quand ils ont supprimé la page Facebook la première fois des Gilets jaunes constituants, c'était justement sur la vidéo de Chamaillère. C'était de Chamaillère, ouais, c'est ça. Et celle du siècle aussi qu'ils avaient fait. Le siècle, ça a fait... Dans les médias grâce à son président, Casimir, élu aux enfants. Mais, et non, et c'est ça. Et c'est un autre aspect de la culture, parce que tu as la dictature, si on prend l'Afrique, mais de manière générale, tu as la dictature militaire. Bon, ça, c'est toutes les guerres qu'on fait depuis après-guerre, tous les pays qu'on a détruits, en Irak, partout. Donc, tu as la dictature militaire, tu as la dictature économique, donc ça, c'est ce qu'on disait, la dette, c'est ce qu'on parlait, monétaire, les monnaies supranationales. Et puis, tu as l'esclavage culturel, en fait. C'est-à-dire que aujourd'hui, les gens qui sont promus dans cette culture, c'est les pédocriminels
c'est des gens qui n'ont aucune morale, qui violent leurs propres enfants, qu'on le voit, le mec, Ça aussi, chroniqueur c'est- sur LCI, président du siècle, qui est quand même une des institutions qui est les plus influentes en France. À côté, les francs-maçons, c'est le genre Ouais, des enfants. C'est ridicule. D'ailleurs, nos camarades y allaient souvent Voilà. là-bas. Vous Hein, avez, vous avez raison, parce que c'était là le vrai cœur du C'est- pouvoir c'est- politique, voilà, financier, exactement. média. Ah, tu peux pas faire... c'est la racine, hein, comme on dit toujours. Hein. Et quand tu vois que tous ces gens, ils sont tous chroniqueurs, grands financiers, directeurs de grandes entreprises, etc., sont tous au courant. Ouais, Tout le monde ouais, est ils sont au que courant, ce bien sûr mec qu'ils sont au violait courant. les enfants, qu'un tel est pédophile, qu'un tel ceci, etc. Et ils vont jamais le dénoncer. Et ça, cette culture-là, cette culture de l'inceste, cette culture, pour certains diraient sataniste, parce que violer des enfants, je pense que ça peut être d'autres. Ah, C'est juste la pire des choses. Et c'est comme ça qu'on contrôle. Et dès le début, de toute façon, mai 68, parce qu'on peut aimer ou pas De Gaulle, et en particulier en Afrique. Quand je parle de Gaulle en bien, je me fais pas des amis. Parce que bon, évidemment, il a détruit l'Afrique. Mais il se battait pour la souveraineté monétaire, De Gaulle. Et ça, les Africains le reconnaissent. Mais quand 68 a été fait, c'était pour virer justement De Gaulle. C'était une première révolution de couleur, en fait. Couleur, ouais, c'est ça. Voilà, révolution de couleur. Parce que ouais, De comme Gaulle je dis voulait toujours. maintenir l'indépendance de la Banque nationale et qu'on voulait changer le système bancaire mondial. Et Cohn-Bendit et tous ces réseaux-là, déjà à l'époque, ont été promus. Tous ces pédocollabos, là. Pédocollabos, on peut dire. Ah, c'est Ils ont été pédocollabos. promus justement parce qu'ils étaient dans cette culture-là. Et souvent, on ne le voit pas, cet aspect culturel, en fait, où on est totalement relativiste sur tout. Bon, ben, chacun sa liberté, moi je sais pas quoi, l'hédonisme, tu vois. Et ça, c'est un aspect souvent qui n'est pas assez traité, en fait. Parce que la culture... Ah non, c'est pas ça. Hein. Voilà, Entièrement on voit bien d'accord. qu'une culture du beau, où on fait rêver les gens, on les fait... voilà, c'est pas pareil que la culture de Cohn-Bendit, Jacques Lang et je sais pas qui d'autre, tu vois. Oula, ça c'est. Pas tout à fait la même chose. Ces mecs-là, ouais. Voilà. Donc, et ça, c'est un des facteurs importants, en fait. C'est très important, puis il faut dénoncer d'ailleurs. Ouais. Il faut que les gens prennent conscience de ça. Ça peut arriver à nos enfants, quoi. Ah ben, bien sûr. C'est grave, quoi, d'en arriver là. Et surtout, ces gens-là sont à la tête de l'État. Et ils sont, bien, voilà. C'est bien que ces affaires sortent, parce qu'il y a eu Maznef, il y a eu après... Mais il faut. Il y en a encore beaucoup de cachés, de toute façon. Hein, faut mais pas le croire. fait que ça sorte permet aussi aux gens de comprendre qu'on est dirigé par une bande de tarés. Ouais, c'est des tarés, ouais, bien sûr, c'est des tarés. Donc, voilà. Et ça, c'est pas toujours l'aspect qu'on comprend le mieux. On comprend bien la dette, souvent on commence à comprendre par la dette, etc. Mais cet aspect culturel, il est fondamental. Mhm. C'est bien que ça sorte en France parce que c'est un sujet un peu tabou, parce que ce que nous on disait dans l'Institut Schiller avec qui je travaille, c'est qu'il y a deux combats menés. Évidemment, il y a le combat contre la finance à court terme, Ouais. spéculation qui détruit tout ce qui est réel, physique, industriel, etc. Mais il y a aussi la culture à court terme. C'est-à-dire que c'est moi, tout de suite, moi je veux être riche, C'est je ça, veux être star de c'est ça, YouTube, c'est ça. je veux, je sais pas quoi, être footballeur, enfin, bref, toute cette culture voilà, du million, quoi. Les joueurs de foot sont payés, je sais pas, 500 millions, je sais pas quoi. Ah, c'est. Donc il y a toute cette culture-là aussi qui permet, et dans une culture, c'est-à-dire que le système oligarchique ne peut exister que dans une culture oligarchique. Voilà. C'est pour ça qu'il y avait déjà les pains et les jeux à l'Empire romain. Mhm. Ça, on divertissait les gens. Et on est dans une culture. C'est de ça, divertissement pour divertir, total. exactement. Et le divertissement, pourquoi les gens tombent dedans? Parce que ça rassure. Parce qu'on se dit, le monde est tellement fou. Ouais, tu leur mets une Guerre, illusion, en fait. Hein. Tu leur donnes une illusion. Voilà, le problème. On leur fait peur et ils disent, bon, je vais me détendre, là, il faut que j'éteigne mon cerveau, là. Parce que, Ah, c'est ça, hein, justement, il faut Un petit qu'ils peu comprennent Netflix, ça, ça va quoi, mieux, quoi. qu'ils sortent de là, justement. Ça dépend, parce que moi, comme je dis toujours, si les gens passaient autant de temps sur Netflix ou sur les jeux vidéo qu'à étudier le programme des Gilets jaunes, Ouais. à étudier l'histoire de la dette, etc., ou l'histoire française, bah là, on aurait une révolution de la matin. Exactement. Ça, c'est clair et net. Si les gens liraient seulement. Ouais, rien que lire. Hein. Rien que lire, quoi. Ouais, c'est très dur. D'ailleurs, On le a pas camarade cette a ramené culture-là. un livre de Valérie Bugeaud, quoi. Enfin, Ah voilà. oui, d'accord. Donc, voilà, quoi. Il faut pour comprendre le réel problème, en fait. Ouais. Et c'est vrai que ça, bon, ben, aujourd'hui, on a perdu un peu cette culture de la lecture, cette culture... C'est fait exprès, là où ils font tout pour, justement. Ouais. Ils font tout pour pas Quand qu'on vous lise. écoutez les experts, hein, à la télé, il y a les experts, ils vont nous raconter l'économie, ils vont nous raconter ceci, puis les gens disent, ouais, mais ça marche pas. Hein Aujourd'hui, les gens, ils voient que ça marche pas. Donc Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc c'est tout le travail. C'est pour ça qu'il y a la dette, il y a le militaire, mais il y a aussi la culture. Mais la culture. Et ça, c'est à mon avis les trois
trois chevaux de bataille qu'il faut donner. Qu'il faut, trois gros sujets qu'il faut y aller, quoi. Ouais. C'est pour ça que c'est intéressant, enfin, tous les vidéos que font les Gilets jaunes constituants, hein, quand ils font des trucs sur la dette, ou même sur l'histoire. J'ai vu Yannick qui a fait plein de trucs sur l'histoire. Yannick qui fait comme ça. Là, sur le collectif fait un gros boulot, c'est vrai. On comprend pas tout du premier coup. Bien sûr. On se dit, ah tiens, ça j'avais pas pensé, tiens, ça j'avais pas vu, ça. Voilà. Oui, c'est là où les gens vont s'intéresser, cherchent, quoi. Exactement. Et ils sortent de cette pensée, justement, unique, qui bloque tout le monde. Ah ouais, là, c'est la totale. Hein. C'est la totale. Donc voilà, je crois que c'était pas mal. Ouais, c'est toujours. Écoute, c'est ce que les gens, faut qu'ils savent, hein, surtout de ton retour de là-bas. Hein, En tout cas, je pense qu'il y a encore énormément de choses à dire, mais bon. L'Afrique a besoin des Gilets jaunes. Oui. Les Gilets jaunes ont besoin des Africains. D'ailleurs, ils se sont un peu inspirés. Hein. Ah oui, mais clairement. Ils se sont inspirés. Ils ont halluciné quand ils ont vu. Parce qu'il faut voir que c'est un choc pour eux. Ils ont eu deux grands chocs, les Africains. En fait, pendant longtemps, c'était le colonialisme. Donc, c'était la traite négrière, c'était les esclaves, etc. Bon, jusqu'à la fin de l'esclavage, mais même après l'abolition de l'esclavage, c'était des gens de seconde zone. Et d'ailleurs, même encore aujourd'hui, on peut dire que c'est des citoyens de seconde zone. Voilà, qui font la sécurité, le ménage, la plupart, en tout cas. Donc, ils ont eu deux chocs. Le premier, c'est quand on les a appelés pour venir faire la guerre contre le nazisme. Parce que dans leur tête, eux, il y avait les blancs qui étaient forts et les noirs qui étaient des esclaves. Ok. Ils sont arrivés en Europe et ils ont vu que des blancs mettaient d'autres blancs dans des chambres à gaz pour les faire brûler. Ils se sont dit, mais attends, c'est quoi le délire ? C'est quoi le délire ? C'est quoi le délire ? Nous, on pensait que c'était nous, les esclaves, que c'était les blancs contre les noirs. Et là, ils sont en train de tuer 3, 4 millions, 5 millions de personnes. Des tziganes, des noirs, des polonais, tout ce qui gênait, quoi, dans les chambres à gaz. Ils sont malades, ces gens. Donc déjà, ils ont compris que c'était pas simplement noir-blanc. Ouais, c'est ça. C'était pas simplement le colonialisme, parce que ils ont eu il y a eu un petit déclic. D'ailleurs, tous les grands leaders, dont Modibo Keïta et tous les autres, sont devenus des vrais résistants. Dans le sens, ils ont dit, de toute façon, c'est une oligarchie, ils sont fous, c'est pas que contre nous, c'est contre tout le monde. C'est contre tout le monde. Ils avaient ce sentiment-là. Puis après, on les a assassinés, donc ça s'est un peu perdu. Et puis après, quand les Gilets jaunes sont arrivés, ils se sont dit, oh putain, ils ont les mêmes revendications que nous, ils n'arrivent pas à finir les fins de mois, enfin eux ils n'arrivent même pas à les commencer la plupart, enfin je veux dire, mais dans leur tête ça fait tilt en fait, ils se sont dit putain, mais on traverse la Libye, on devient des esclaves, on meurt dans l'océan, dans la mer Méditerranée, etc. Tout ça pour aller en France, on ruine nos familles, et on arrive là-bas, et on se rend compte que 10, 20, 30% des gens n'arrivent plus à finir leur mois. Qu'est-ce qu'on va faire nous ? C'est vrai, hein. Donc ça a été un choc. Ça a été un choc. Un choc important, en fait. Et donc, du coup, ça ne veut pas dire qu'ils n'essaient pas encore de venir, parce que de toute façon, il y a pas beaucoup de ça c'est... Mais quand même, ça a permis de changer l'état d'esprit, l'esprit. C'est ça. Et donc, c'est pour ça que non seulement ils sont inspirés des Gilets jaunes, mais même sur les idées. Ce qu'ils veulent, c'est à la fois, ils se rendent compte qu'en fait, on mène le même combat sur les questions de souveraineté économique. Et c'est là où ça se rejoint le plus. C'est là où ça se rejoint, le comme franc tu dis. CFA et l'euro, comme on le disait, c'est vraiment la corde au cou, quoi. T'es là, tu peux pas bouger trop. C'est ça. Mais je veux de l'argent, je vais respirer. Donc c'est un peu pour ça que ça se rejoint. Donc c'est là où, il y a de l'espoir. Hein. Donc on va y retourner. Il y a de l'espoir, il y a de l'espoir. Il y a le Sénégal qui se soulève parce que ils veulent plus de la France, ils ont saccagé les trucs de Auchan et tout ça, je sais pas si vous avez vu. Oh, j'ai entendu parler, vaguement. Depuis 3 jours, ils se révoltent. J'ai entendu parler. Parce que justement, c'est les soutiens d'Ousmane Sonko. Et Ousmane Sonko, c'est un jeune candidat au Sénégal qui, lui, son premier point, c'est sortir du franc CFA. D'accord. Sa campagne, elle est là-dessus. D'accord. Évidemment, il a mobilisé énormément de jeunes, puisque Kémy Séba avait fait le boulot un peu avant, etc. Donc voilà, là, comme par hasard, on apprend qu'il a violé une femme, soi-disant. Après ça c'est qu'elle aurait été payée très cher pour ça. Ça c'est une manipulation encore, ça c'est. Donc j'ai pas toutes les preuves en tout cas. Ça tombe très mal. Voilà. C'est comme le pauvre Asselineau. Donc il se fait dégager, mais les gens ils disent non, c'est une opération de manipulation contre lui parce que justement il veut sortir du. Les gens pensent comme ça déjà, comprennent. Il y a l'armée contre les gens au Sénégal dans certains pays. Donc ça chauffe, alors que c'est un pays soi-disant des plus stables d'Afrique où la France a très très bien fait. Ouais, ce qu'ils font croire eux là-haut. Mais donc ça chauffe là. D'accord. Côte d'Ivoire, ça a failli chauffer au moment des élections de Ouattara. C'est vraiment le pilier de la France-Afrique, Ouattara. C'est vraiment le mec du FMI, il contrôle tout. Ah, lui, c'est le. Ouais, élections. Bah oui, c'est là où il y avait Gbagbo. Que la France a été. Les hélicoptères de l'armée française sont arrivés sur le palais présidentiel en Côte d'Ivoire, à Abidjan, ont bombardé le palais présidentiel, ont viré Gbagbo,
le renvoyer à la Cour pénale internationale en disant t'es un salaud. Ouais, Cour pénale internationale qui n'a de international que la France et l'Angleterre. Hein, d'accord, l'euro comme ça que... et on a mis Ouattara, ancien du FMI, pour faire la politique. Oui, on met un autre pantin, enfin, on met un pantin. Voilà, mais Voilà, il voulait changer aussi. il voulait, mais voilà. Donc en Côte d'Ivoire, c'est un peu plus dur parce que c'est vraiment le cœur de la France-Afrique. Et après, vous avez en Guinée des révoltes. Là, ce qui se passe en Centrafrique est très important parce que la France-Afrique, c'est un peu comme le Mali. La France contrôle tout, la monnaie, l'armée, tout ça. Et donc, il y a eu un coup d'État organisé d'ailleurs par la France pour virer l'ancien qui voulait aussi travailler avec la Chine, toujours pareil. Toujours pareil. Et donc, le nouveau qu'on a mis en place, c'est un malin. C'est très très malin. C'est-à-dire qu'il a commencé à tourner le dos à la France, mais avant de le faire, il a appelé la Russie. Et il a fait que la Russie organise sa sécurité nationale. C'est ce qu'on a entendu. C'est ce qu'on a entendu. C'est l'armée qui contrôle le palais présidentiel, qui forme les gens. C'est-à-dire que c'est très difficile de faire un coup d'État maintenant. La France est niquée. Alors, ouais. On le voit bien qu'ils tremblent. La façon, on le voit bien qu'ils sont, ils sont aux aguets. On va faire un prêt et tout magnifique. On a de l'argent, etc. Là, il a refusé. Donc, en ce moment, la France est en train de tenter de déstabiliser le pays. Ils essaient par tous les moyens. Par tous les moyens. Mais en fait, lui, il a tellement relativement bien fait le boulot avec les Russes qu'aujourd'hui c'est quasiment impossible de le déloger. Et donc il est en train maintenant de remener une offensive contre les rebelles pour les dégager, pas pour négocier, etc. Non, il faut vraiment... Avec les méchants. En fait, c'est pour les infiltrer derrière et recréer des opérations. C'est ça. C'est ce qu'on a bien compris aussi, nous. Voilà. Pas de révolution de couleur chez nous. Donc là, Centrafrique, perdu pour la France quasiment. Alors que c'est un panier de matières premières, c'est un frigidaire bien rempli. Non mais... Le pays de Bokassa, de Valéry Giscard d'Estaing, pardon. Son parc privé pour la chasse. Voilà, c'est là où monsieur est allé chasser. Valéry Giscard d'Estaing est allé chasser là-bas. Les coquins, quoi. Se faire quelques petits plaisirs enfantins. Bref. Donc voilà, il y a quand même un état de révolte assez important entre la Centrafrique, le Sénégal, le Mali, la Guinée. Les fameux 14 pays dont je parlais au début qui sont contrôlés sur le franc CFA, ça bouge beaucoup en fait. Et en effet, les Gilets jaunes les ont inspirés et continuent à les inspirer. Et ils voudraient bien même que les Gilets jaunes... Il faut que ça continue comme ça. Et il faut que ça continue. Parce qu'ils savent quelque part, ils savent et ils savent pas, mais ils savent que même s'ils arrivent à changer un peu leur pays, disons même, on va dire, le Mali réussit sa révolution. Il crée une banque nationale, comme Modibo Keïta à l'époque. Ils savent très bien que si la France ne change pas, on va leur niquer leur mère. Excusez-moi l'expression, pardon. On va les déstabiliser, on va recorrompre les gens, on va essayer d'infiltrer. Ils vont essayer par tous les moyens, bien sûr. Quelque part, ils ont pris conscience que c'est un combat commun. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que c'est vraiment un combat commun. Et si on arrive à virer, disons pas Macron, parce que Macron, Hollande, Sarkozy... Macron, c'est qu'un valet servile à l'oligarchie. Donc, voilà. Donc, c'est là où, du coup, ils comptent sur nous, en fait. Beaucoup plus qu'avant. Alors qu'avant, ils voyaient que la France, salaud, dégagée, etc. Donc maintenant, non, ils comptent sur nous parce qu'ils savent que si on veut réussir nos deux révolutions, on aura besoin de bosser ensemble. C'est ça. Et ça, c'est une idée qui est nouvelle. Et ça, c'est intéressant. Et c'est pour ça que les Gilets jaunes ont été invités pour la première fois en Afrique. C'est la première fois que les Gilets jaunes a été invité officiellement par comme on dit les Gilets jaunes. Comme on dit, les Gilets jaunes, ils sont l'avant-garde évolutionnaire du peuple français, révolutionnaire, évolutionnaire du peuple français. Et là-bas, ils ont pris inspiration. C'est ça qui est. C'était quand même des gens qui. C'est ça qui est génial. Alors. C'est ce que j'ai demandé. Il y avait une autre question. Enfin, la démocratie réelle sans souveraineté, il y en a pas monétaire. C'est ce qu'on en a parlé tout à l'heure. C'est quasiment impossible. Et après, moi, ce que je dis toujours, c'est que c'est la question de la... Comment t'appelles? C'est quoi exactement? Démocratie directe, c'est ça? Réelle. Sans souveraineté, il ne peut y avoir de réelle démocratie. Voilà. Quoi. Ça, c'est clair. Mais après, il n'y aura pas non plus de réelle démocratie dans un pays où 50% des citoyens n'en ont rien à foutre de l'avenir de leurs enfants, ne font pas de politique, ne s'intéressent à rien, etc. Et c'est ce qui se passe avec les Gilets jaunes. C'est que là, on est vraiment dans la démocratie. Les gens, ils savent ce qu'ils veulent, ils ont discuté. Dans un sens. Ils ont un projet, en fait. Et c'est de la politique au sens réel du terme. Parce qu'aujourd'hui, la politique, c'est combat de coq tous les 5 ans, avec les médias. C'est que... Et d'ailleurs, Macron et son équipe, il y avait même un article dans la presse la semaine dernière, ils sont flippés de ça, de cette démocratie réelle. Mais les gens sont informés, veulent être informés, veulent quelque chose, et sont prêts à se mobiliser politiquement pour ça. Et de toute façon, ils tremblent là-haut encore. Ils tremblent là-haut. C'est clair. Donc, démocratie réelle,
C'est pour ça que je disais tout à l'heure, on peut faire un coup d'État démocratique. On peut. Si justement les gens disent bah, l'abstention ça sert à rien, on va voter pour même enfin, nous en tant que parti on appelle à une union nationale, c'est-à-dire un regroupement de gens qui ne sont pas d'accord sur tout, mais au moins qui arrivent tous ensemble contre le système en place. Il faut que les gens s'unissent, c'est tout simplement ça. Hein. Donc ça fait très peur. Faut qu'ils mettent leurs égos de côté, ce qui s'ensuit. Voilà, c'est ça. Et donc on verra. Après, moi je pense que s'il n'y a pas de mobilisation, même s'il y a des bonnes idées, votre programme il est parfait en fait. Il est parfait, il n'y a rien à dire. Mais s'il n'y a pas des gens qui se battent derrière, c'est ça, exactement ça. Les belles idées, ça ne change rien en soi. Hein. C'est pour ça que le terrain paye aussi. Ah ouais, clairement. En allant sur le terrain, là où tu dénonces, pacifique, bienveillant, bien sûr, hein, en restant pacifique et bienveillant, c'est là où tu avanceras, quoi. Je veux dire, si tu dénonces vraiment la racine du problème, c'est là où tu avanceras. Ouais, ça c'est clair. Donc voilà. Bon, bah écoute, ça a été un plaisir de savoir un peu ce qui se passe là-bas. Donc voilà, j'espère que ça aura fait plaisir aux internautes et puis qu'ils comprennent ce qui se passe réellement là-bas, quoi. Bah oui, c'est très voilà, c'est pour ça qu'il faut qu'ils s'intéressent à ça aussi. Et puis qu'ils s'unissent, chez nous surtout, qu'ils arrêtent de tomber dans le panneau de toute cette. On se bat pour l'avenir de l'Afrique, parce que bon voilà, ils sont très pauvres, donc ça nous plaît pas. Mais c'est aussi surtout pour notre honneur, parce que ce que fait notre pays à ces pays-là. C'est déshonorant. C'est ça, et c'est surtout aussi pour l'avenir de nos enfants et le respect de nos anciens. Faut pas oublier, parce qu'ils sont en train de tout détruire là en France. Tous les acquis sociaux et ceci, et cela, le droit au travail, les machins, voilà. Mais tout ça, faut en prendre compte, quoi. Je veux dire, c'est très important, quoi. Donc voilà, si vous avez peut-être une question à rajouter, les amis, non? Sinon, on retourne au combat, hein. Ah ouais, on va retourner. À Lille, pour ceux qui nous écoutent, là, ceux qui nous écoutent et qui sont à Lille. On va être sur la place Richebé, là, on va faire un stand avec Benjamin contre le Grand Reset, le sommet de Davos, tout ça. Donc, on sera pendant 2 heures là-haut. Là, voilà, donc vous avez l'information. Voilà. Bon, bah écoutez, on va clôturer le live. Hein. Monter des équipes comme disait l'autre. Bande de glands. Allez, les amis, mort à la dette, à bas l'usure, et vive le bien commun. Aou.